à l'Antiquité, à l'origine de la philosophie et de la pensée religieuse, préhistoire, Antiquité. Si l'on simplifie ce qu'on veut dire, les divinités, les dieux, les abstractions des langages se sont trouvés d'abord au soleil, la lune, la montagne, dans des lieux de l'espace, et chez des figures aussi dans l'espace, des figures de la vie, les rois, la jeune femme, toutes ces entités qui sont donc repérables dans le monde matériel, donnaient corps à ce qui allait être les mots désignant l'ineffable, les divins, le soleil, donc Dieu, la lune déesse, le roi Dieu, la jeune femme déesse. Si je commence par ce petit préambule, c'est parce que je veux signaler ce qu'on pourrait dire la généalogie politique de l'idée qui est présentée à l'actualité comme idée féministe ou idée progressiste, et surtout l'utilisation dans la chaîne de production de langage de concepts et surtout de la séparation conceptuelle entre fraternité et sororité. Nous sommes à une époque, si l'on s'en tient pour faire doubler du philosophe auquel je vais devoir me référer, Miguel de Unamuno, pour lui faire doubler et en prendre un autre philosophe espagnol contemporain de lui, c'est-à-dire un autre philosophe de l'entre-siècle 19e, 20e siècle, du début du 20e siècle, qui serait Ortega y Gasset, et qui n'est pas non plus un antidote absolu contre les défauts de pensée d'Unamuno, qui a aussi des défauts similaires, mais qui quelque part signale un petit écart. Ortega y Gasset, donc Ortega y Gasset va nous fournir l'élément qui permettrait peut-être de déceler le pourquoi Unamuno va introduire un néologisme, celui de sororité, dérivé d'un mot existant dans le vieux latin qui était sœur, soror, sœur. Et donc pour les pourquoi du néologisme et les pourquoi le néologisme occupe une place démesurée, tient lieu de nouvelles philosophies. Ça, je l'explique si besoin. Je commence justement par la fin de mon argument. C'est d'avancer déjà que le néologisme vient faire l'état d'un esprit réformiste, donc d'un esprit politique de gouvernance qui voudrait faire consister l'exercice citoyen à la transformation et surtout à la normative, à l'édition des normes sur la langue et surtout à la production de nouveaux lieux dans cette espèce de panthéon de la parole divinisée qui est le dictionnaire. Donc faire place dans le dictionnaire à un mot qui va occuper presque la moitié du dictionnaire, qui serait sororité, viendrait être la marque de la manière de citoyenneté, la manière des politiques et
des gouvernements, de ce que Ortega y Gasset, de son côté, par rapport à Unamuno qui n'avait pas développé de théorie là-dessus, Ortega y Gasset parle de la masse, c'est-à-dire d'un type de pouvoir qui ne vient pas d'une tête qui pense, mais d'une foule qui bouge, et donc qui impose des mouvements émotionnels collectifs dans un état de perte de contrôle dans lequel en fait c'est les impulsions téléguidées, manipulées, qui vont déterminer quels sont les actes d'un type de gouvernement qui ne se régit pas par ce qui de son côté, et ça je ne dis pas que ce n'est pas discutable, l'analyse qui en fait Ortega y Gasset, qui de sa part lui-même n'était pas totalement progressiste au sens totalement, disons, c'est une pensée quand même approximative, celle de Ortega y Gasset. J'ai moi-même, tout adolescent que j'étais, que je lisais ces livres, parmi mes premières lectures, j'ai repéré déjà une imprécision de langage souvent. Et malgré tout, lui, il parle d'un défaut de raison chez les grands mouvements de masse. Et donc, de quelle manière relier la production des néologismes qui était l'effet d'un esprit savant, d'une pensée, disons que sérieuse. La production des néologismes deviendrait non pas le fruit d'une pensée sérieuse, mais la cristallisation ou l'acte de pouvoir d'une masse. C'est dans la mesure où l'on produit une nouvelle divinité absolue. À cet égard, par rapport au préambule dans lequel je pose un peu comment les divinités ou les abstractions absolues de la langue et de l'acte de raison sont d'abord décalquées sur des entités dans l'espace, le soleil ou la lune, et puis dans l'espace humain, le roi ou la jeune femme. En Grèce, qui serait le modèle ou l'exemple d'origine, on va assister en Grèce donc aussi à une suite à une histoire de la philosophie et une histoire aussi de la politique, comme une histoire de l'enchaînement et surtout de la ligne droite de la naissance du néologisme, d'une série de néologismes. Donc, par rapport au présocratique, si on définit la philosophie occidentale comme une philosophie historique, une suite de thèses et antithèses, par rapport au présocratique, le platonisme, pour faire gros et ne pas nous perdre chez les sophistes qui seraient les vrais philosophes ou les vrais penseurs, parce que c'est les sophistes qui bougent avec plus d'essence et qui peut-être est le plus lucide en égard de la relativité de tous ces enthousiasmes langagiers. Donc la philosophie et l'histoire sont définis comme une suite dans laquelle il y a une série d'apparitions divines ou d'apparitions d'idées. Et donc, ce platonisme aurait eu pour fonction d'abord de fixer ou de statuer la vieille pensée, donc de statuer la lune et le soleil, de statuer les rois et la doncelle.
Mais la suite inévitable du cours de l'histoire serait d'avoir amélioré la pensée. Et pour améliorer la pensée, qu'est-ce qu'il y avait à faire les penseurs ou qu'est-ce qu'il y avait à faire les érudits, l'auteur plus tard à notre époque ou à l'époque moderne de l'objet dictionnaire, c'est d'ajouter des nouveaux mots ou d'ajouter donc des hypostases de la divinité. Une hypostase, c'est un lieu de langage pour définir le divin qui serait secondaire par rapport au divin tout court. C'est-à-dire si on a le mot Dieu et qu'après on a besoin de mieux définir ou d'avancer dans la suite des paroles, on va statuer une qualité du Dieu ou une manière d'être Dieu. Et donc on va inventer ou on va produire un néologisme là où il n'y avait rien. C'est-à-dire si on a le ciel et qu'il y a la lune ou qu'il y a le soleil et qu'on ne voit pas la lune, on doit inventer la lune. Mais une fois inventé lune et soleil, on doit commencer à compter les étoiles et les nommer en tant que planètes. Il y a un moment où on fait ça dans le pur vide, et donc la parole va définir quelque chose qui avant n'était pas nommé, et donc qui quelque part n'existait pas. Si de prime abord la philosophie s'était occupée, ou la religion, ou l'esprit des hommes et des femmes, bon, bien sûr, évidemment, l'esprit humain s'était occupé de diviniser ou d'intensifier les choses existantes, lune, soleil, roi, doncelle. Il y a un moment où le platonisme dans son évolution et aussi avec la dialectique avec les autres cultures, donc l'apparition des religions extérieures, égyptiennes, persanes, qui vont influencer l'évolution culturelle, on est amené à produire les hypostases, à produire les déploiements et les dédoublements des lieux existants de la pensée du divin dans des nouveaux avatars, comme il est dit dans la religion indienne, c'est-à-dire des nouvelles personnifications qui correspondent à un autre stade ou à une autre station, un autre moment, un autre stade, un autre temps de cette même intensité du divin. C'est dans ce sens-là que si déjà par rapport à l'ordre théologique du divin, du ciel et de l'enfer, la Révolution française avait voulu faire un second temps historique, celui des républiques non royalistes dans lesquelles les valeurs Dieu ou les valeurs des entités théologiques, la Vierge Marie, etc., allaient être substituées par une hypostase, c'est-à-dire par un dédoublement, une abstraction qui serait les droits de l'homme. Les siècles suivants amènent les philosophes donc Unamuno qui veut faire un nouveau retour suite aux idées progressistes révolutionnaires, l'amène à un nouveau jeu d'hypostase, un nouveau jeu de concrétisation du divin philosophique là où avant les mots n'existaient pas, la production d'un néologisme. Donc si Unamuno donc est un penseur réactionnaire, un penseur qui vit dans un retour au catholicisme qui n'est qu'une chimère quelque part, parce que c'est inavouable chasse aux sorcières, cette inavouable violence de l'Église
inavouable pour lui, puisqu'il va se réclamer d'un retour à l'Église, donc il ne peut pas avouer les caractères foncièrement violents et foncièrement injustes de l'ordre ecclésial. Dans son retour, il va vouloir cristalliser une contre-révolution, une contre-hypostase, contre déjà ce qui était en soi une hypostase révolutionnaire, la fraternité. La fraternité avait été une abstraction qui tenait lieu des grands mots là où ce n'était qu'un mot courant pour désigner une émotion humaine, un mot constituant d'une démarche politique avec ceux de liberté et égalité, plus facile peut-être à mettre sur le tapis politique, puisqu'il donne lieu à des démarches positives du législateur. La fraternité donc existait comme une idée de bien en hypostase par rapport au bien purement divin du religieux. La fraternité était laïque. Et Unamuno, voulant un retour vers l'Église et voulant en même temps, dans ce retour vers l'Église, faire son décalque sur le plan de la citoyenneté et de la laïcité, il est amené à produire, comme on produisait des doublements masculins ou divins pour des figures divines masculines ou féminines, et on faisait les couples d'Adam en lui sortant une côte. Il va donc sortir un couple féminin du mot fraternité, et c'est Unamuno qui, tout penseur réactionnaire, dans son roman La tia Tula, la tante Tula, soutient la thèse d'une notion de sororité. La sororité, à ce que j'ai pu vérifier au long de mes lectures, c'est un mot, un néologisme qui fait apparition avec Unamuno en début du XXe siècle au roman La tia Tula, un roman à thèse, un roman donc défendant une thèse philosophique de la qualité meilleure d'un double féminin de la fraternité, c'est-à-dire de la fraternité pour Unamuno. Pourquoi elle serait mauvaise? Non pas forcément parce qu'elle relève d'un patriarcat, puisque la tia Tula est une figure féminine du patriarcat, est une figure de la femme servile et silencieuse qui l'oppose aux femmes savantes, aux femmes lettrées, contre lesquels il a une grande misogynie. Unamuno donc est un penseur farouchement contre le fait que les femmes prennent la parole. La tia Tula est mise en exemple comme une femme silencieuse et en état de servitude. Et donc c'est une qualité bonne parce qu'elle garantit justement que cet ordre masculin est valable, et donc que c'est le dédoublement de la fraternité, et avec ça Unamuno sexualise comme viril la fraternité qui était générique. En la sexualisant comme viril et en instituant la sororité comme une qualité féminine, il tranche en deux la fraternité et donc détruit le caractère politique de l'abstraction révolutionnaire.